Cela fait au moins 8 siècles, pas moins, que les membres de 2 familles drômoises, les Bouillane et les Richaud, se retrouvent régulièrement. Ils ont même constitué, il y a 30 ans environ, une association qui les réunit et qui publie des études les concernant. Je remercie la mairie de Visil d'avoir mis cette salle à notre disposition. Donc moi, ça fait longtemps que j'avais dans l'idée, suite au tableau de Debelle, qui est au musée de Visil, qu'on verra tout à l'heure, longtemps que j'avais dans l'idée de faire une assemblée générale ici. Il faut dire que ces 2 familles ont connu une péripétie peu banale. À une date incertaine dans les profondeurs du Moyen-Âge, 2 membres de ces familles, l'un Bouillane donc et l'autre Richaud, qui étaient tous 2 bûcherons, coupaient du bois dans une forêt du Vercors. Soudain, ils entendent un terrible vacarme, des cris, un chasseur est attaqué par un ours. Il s'interpose et tue l'ours. Le chasseur veut les récompenser. Les 2 bûcherons réalisent alors qu'il est de très prestigieuse ascendance. Pour leur récompense, cet inconnu illustre va les anoblir, eux, les pauvres parmi les pauvres. Et c'est à partir de là que vont commencer les ennuis. Pour les remercier, le noble en question, qui était probablement un suzerain, et peut-être même de Valence, le comte de Valentinois, il les a distingués par le don probablement d'un terrain, et finalement, lorsque la noblesse s'est formée, ils en ont été, Bouillane et Richaud, ou leurs descendants plutôt, ils en ont fait partie. Et eux-mêmes, en échange, ils devaient service à leur suzerain. C'est donc parce qu'ils reçoivent une terre qu'ils deviennent nobles. Exactement. Sur le déroulement même de ces événements, tout ça est une tradition familiale. Est-ce que vous trouvez, vous, des récits dans des archives lointaines? Il y a une chose, ce sont les armes qui leur ont été données et qui semblent officielles. Il y a une description de la patte d'ours qui semble authentique. Alors, il n'y a quand même aucun doute que cet épisode a eu lieu et que l'anoblissement d'une manière ou d'une autre, certainement pas par une épée sur les épaules, mais beaucoup plus simplement que l'anoblissement a eu lieu. Donc, et d'ailleurs, c'est bien ce que les procès au fil des siècles ont fait remarquer. Donc ça, il n'y a pas de doute. Mais il manque en effet de savoir exactement qui était le prince, exactement où ça s'est passé et exactement quel était le poil d'ours. Et exactement quelle est la date? Parce que c'est la date, ça, totalement. Alors là, on découvre le nom d'un Bouillane, Bolana, dans un document de 1245. 1145. Donc on dit que quelqu'un qui savait signer un document, je crois, de moine de l'époque, qui savait signer, donc peut-être écrire, avait donc été à l'école un peu avant. Enfin, ça pourrait dater de la fin du XIIe siècle. Mais on n'en sait plus. Franchement, c'est la pure hypothèse. Moi, je crois que l'épisode doit se situer vers 1150, parce qu'il faut le temps quand même qu'on passe de l'état de bûcheron totalement illettré à l'état d'un homme suffisamment riche pour pouvoir signer son nom, parce que même plusieurs siècles après, ils n'en seront même pas capables. Ça n'est pas pour ça que ces 2 bûcherons sont devenus riches. Oh non! Non, ils ne sont pas devenus riches. Ils sont restés des gueux et des familles paysannes au fil des siècles,
ce qui n'a pas empêché leurs voisins de leur faire des procès pour essayer de les déposséder de leur qualification qui leur permettait de ne pas payer d'impôts. Ils continuaient à être redevables de naissance aux petits seigneurs locaux. Ils sont très pauvres, la région n'est pas riche, et ils ont de tout petits domaines sur lesquels ils sont de plus en plus nombreux par famille, parce que les familles sont au minimum 5 enfants, et ça va jusqu'à 10, 11, 15 enfants par famille. Il y a évidemment pas mal de décès, mais il y a toujours énormément d'enfants. La vallée de Quin, telle que nous la connaissons aujourd'hui, ne ressemble pas à la vallée de Quin de l'époque, puisque, sauf erreur, elle est fermée. Oui, et elle était infiniment plus peuplée à ce moment-là, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle. Cette vallée est extrêmement active, bourdonne vraiment d'activité, tous les champs sont cultivés même. Tout ce qu'on peut cultiver est cultivé, mais pauvrement. Pauvrement. Il y a eu aussi des catastrophes naturelles comme la terrible tempête de 1698 qui a absolument tout ravagé. Et puis il n'y a pas de transport. Aucun charroi ne peut se faire sinon à l'intérieur de la vallée. Et donc au fil des siècles, c'est une sorte de jalousie, de procès, mais qu'ils ont toujours gagné, sauf le dernier qui a été interrompu par la Révolution. Alors, le problème, c'est qu'au départ, ils étaient peu nombreux. En principe, ils étaient deux familles. Et puis, ces familles ont eu beaucoup d'enfants, ce qui fait qu'au moment de la Révolution, cela fait énormément de personnes dispensées d'impôts, et naturellement c'est le reste de la communauté qui est obligé de verser une certaine somme pour la population de la vallée, et la part des non-nobles est infiniment supérieure parce que il y a trop de nobles dans la vallée. Ce qu'il faut bien voir, c'est que ces deux familles importantes dont vient de parler Françoise, mais il y avait d'autres Bouyanes et d'autres Richaud qui n'avaient pas, eux, qui n'étaient pas descendants des deux bûcherons et qui donc voyaient avec encore plus de jalousie leurs cousins nobles et dispensés d'impôts. Ce qui était d'autant plus paradoxal qu'ils étaient tous cousins, parce qu'il y a une formidable consanguinité dans la vallée de Quin. Est-ce qu'on a idée du nombre de procès qui ont eu lieu? Non. Si vous voulez, il y a les gros procès qui ont laissé des traces dans l'histoire parce qu'il y a eu des arrêts du Parlement, mais il y a eu des procès innombrables. Le plus important étant celui de 1745. Bon, cette période correspond à une recrudescence des persécutions contre les protestants, et il n'y a que 4 ou 5 familles catholiques dans la vallée de Quin contre toutes les autres. C'est-à-dire que vous avez 3 ou 4% de la population qui est catholique. Donc une énorme majorité de protestants et de gens qui ne peuvent. Et aussi énormément de Bouyanes et de Richaud qui ne payent pas. Alors, sous l'influence du consul catholique, puisqu'il n'y a plus de consul protestant, on décide donc de faire ce procès sous prétexte que les Bouyanes et les Richaud ont tous assisté à une assemblée du désert qui se tenait, je crois, dans les environs de Pontet, je ne sais pas exactement.
Les Bouillane et les Richaud, eux, s'étaient préparés à un procès qui devait prouver leur noblesse. Et pour cela, ils ont eu un Bouillane qui, pendant 2 ans, a fait sillonner la province à dos de mulet pour réunir toutes les pièces nécessaires. Il est même allé à Paris sur son mulet. Hein, l'expédition, ça a duré 1 an, hein, aller et retour. Et ils se sont donc magnifiquement préparés pour ce procès qui a eu lieu à huis clos. Il y a eu comme témoin un ecclésiastique qui n'était pas témoin oculaire. Et c'est donc un procès complètement truqué. Et comme l'accusation était la même pour tous les Bouillane et les Richaud, et les peines ont été très différentes, puisqu'il y en a eu 2 qui ont été condamnés aux galères à perpétuité. Par contumace, parce qu'ils n'y assistaient pas, ils n'ont même pas été convoqués. Le temps que la nouvelle du procès, enfin des résultats du procès, arrive à Saint-Julien-en-Quin, ils sont tous fichus le camp. Il y a eu une conversion massive dans la vallée, une conversion massive au protestantisme. La région de Die était quand même très, très active, puisqu'il était question de faire une académie à Die. Et à partir des années 1680, on a commencé à détruire les temples, les persécutions ont commencé. Et déjà, les départs ont commencé avant 1685, et puis en 1685, ça a été la révocation de l'édit de Nantes. Et des persécutions, alors très, 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 très sévères. Pendant un demi-siècle, ils sont contraints d'aller chez le curé pour déclarer leurs enfants. Et on leur impose un parrain et une marraine catholiques. Ils n'ont même pas le droit de donner aux enfants le prénom qu'ils veulent. C'est ainsi qu'à Saint-Julien-en-Quin, il y a un maître d'école catholique qui s'appelle Gaspard, qui sert de parrain pour tous les bébés qui sont nés, les garçons qui sont nés à ce moment-là. C'est ainsi qu'on a toute une ribambelle de Gaspard dans la vallée de Quin. Un parrain a été imposé par le curé. Je ne connais, je vous dis, qu'un seul mariage relativement mixte, parce que lui est un nouveau converti. C'est suspect, et puis il est d'une famille totalement où tout le monde est protestant. Est-ce qu'on a une idée des branches qui vont s'éparpiller à travers le monde? En fait, ils étaient tellement pauvres qu'ils sont restés sur place. Leur patrimoine, c'est leur vie. Hein, c'est leur seul moyen d'existence. Et alors, pour préserver ce patrimoine, ils ont fait semblant de se convertir. Ils sont devenus des nouveaux convertis, mais du bout des lèvres. Et ils sont restés sur place. Généralement, dans chaque famille, il y a eu 1 ou 2 départs. Un départ qu'il faut mentionner, si vous n'en avez pas déjà entendu parler, c'est celui de cette famille Bouillane qui est passée en Suisse, où est né un Jean-Marc Bouillane, qui lui-même est parti au Canada, on ne sait pas très bien par où. Jean-Marc a fondé une nombreuse famille après avoir défriché une terre qui lui a été attribuée dans l'île aux Coudres.
est-ce que dans votre famille, il y avait une sorte de conscience d'être, comment dire, dans une histoire un peu extraordinaire, quoi? Et il y avait une certaine fierté, en effet, d'avoir eu dans ses ancêtres quelqu'un qui a été aussi glorieusement traité. Et je dois dire que quand nous avons commencé à nous fréquenter, tu m'as raconté tout de suite l'histoire des Bouillonnes et des Richaud, ce qui prouve que tu en étais très fier. Enfin, disons que c'était une certaine originalité par rapport à la moyenne. À tout le monde. Survient donc la Révolution. Ces gens sont nobles. Comment ils vivent tout ça? Apparemment très prudemment et en rasant les murs. Mais vous savez, ils n'étaient pas sortis à l'époque, ou très peu sortis de leur valet de Caen. Mais je peux vous dire, d'après les documents, que pendant la Révolution, nos deux bouillonnes de Lacoste s'appelaient bouillonnes Lacoste avec un tiret, sans plus. Et qu'ils nous fait rétablir leur particules que vers 1870. C'est à un berger et poète de la vallée de Caen, Ulysse Richaud, que l'on doit l'intérêt renouvelé au XXe siècle pour cette immense saga familiale. Il y a des célébrités. Un explorateur... Henri de Bouillon de Lacoste, qui, après avoir commencé une carrière militaire, est devenu explorateur de l'Asie et a fait 2 voyages, l'un autour de l'Afghanistan et l'autre en Mongolie. Et on a tiré chaque fois un livre, force conférences, des articles, enfin... Et puis la guerre de 14 est arrivée, mais il était fatigué par ses voyages. Il a joué un rôle dans l'administration de l'armée pendant la guerre, et il est mort en 1937. Il y a eu évidemment parmi les Richaud, il y a eu le maire de Versailles au moment de la Révolution. Il y a eu Monseigneur Richaud, cardinal. Il y a eu André Richaud, le poète. Je savais que ma grand-mère était née de Richaud, et je suis remonté sur Saint-Julien-en-Quai en 84, en juillet 84. Alors j'ai demandé au secrétaire de mairie s'il connaissait quelque chose de cette histoire, qui pourtant c'était un plus un neveu d'Ulysse Richaud en plus, mais bon, lui, il n'était pas passionné par cette affaire, qui m'a dit, écoutez, il faut aller voir mon oncle, au quartier des Bonnets, donc chez Ulysse Richaud. Et quand on a atterri là, on a découvert cet homme-là, il nous a accueillis à bras ouverts. Ça a duré peut-être 2 heures, parce que chaque fois qu'on était en train de dire on va partir, j'ai pas tout dit, vous n'avez pas tout vu encore. Et il a commencé à nous raconter cette histoire. Alors après, on a entretenu pendant 3 ans des relations assez rapprochées, ou par lettre ou par visite. Comme il parlait beaucoup et qu'il écrivait beaucoup, il avait fait une sorte de pléiade d'amis qui étaient tentés pour se rapprocher et faire quelque chose, quoi. Et moi, de mon côté, je voulais faire réunir les miens, ma branche, mes Richaud à moi, familiale. Et c'est là qu'on s'est dit, mais dans le fond, au lieu de réunir que les miens, si on réunissait en même temps et les vôtres. On a fait un appel sur Radiodrome, on a fait des appels sur les journaux, Dauphiné et tout ça dans la région.
Et on a dit, bon, on va bien voir ce qui va se passer, quoi. On avait fait un appel à tous les Richaud-Bouillane, ou ceux qui en descendaient, de se rejoindre à Saint-Julien-en-Quin. Et c'était le cas. Et ça a tellement été, disons, favorable. Les gens ne se connaissaient pas, hein, ils se découvraient. Mais ça a été tout de suite la bagnole s'est bien pris. Ça a été tout de suite un bonheur, on sentait partagé. Et là, on leur a demandé si éventuellement ils voulaient qu'on fasse un livre sur cette histoire. Alors, comme on avait déjà les écrits d'André Lacroix, qui avait écrit sur les Richaud-Bouillane, c'était une occasion inespérée de rééditer ce qu'il avait fait, et en y rajoutant toutes les recherches qu'avait fait Ulysse sur lui-même avec les Richaud et les Bouillane, et ce qui a permis de faire le célèbre livre des deux bûcherons. Et puis après, ça a pris, l'association s'est créée, le bureau s'est créé quelques mois plus tard. Il y a combien de Bouillane et de Richaud qui s'unissent et qui se retrouvent dans ces premiers moments? Là, sur les Dauphinais, qui avait un petit peu gonflé les chiffres, je pense, il parlait de 300, mais on n'était quand même pas 300, mais on était à un moment donné plus de 250. Ça a été une lettre, parce que c'est effectivement 158 adhérents, répartis principalement dans la Drôme, mais aussi dans l'Isère, en Haute-Garonne, dans le nord de la France, à l'étranger aussi. Ils sont des centaines de Bouillane au Canada, à se réunir chaque année aussi, dans un esprit un peu différent de nous, parce que eux, c'est plus un esprit de famille, puisqu'ils sont descendants d'une seule personne. Voilà. Donc ils annoncent les naissances, tout ça, ils font des balles, ils dansent, enfin ils ont une grosse animation festive. Nous on est plus sur le registre, je dirais pas historique, mais un peu plus, quoi, voilà. Et puis c'est toujours agréable de nous retrouver entre nous, il y a des liens d'amitié qui se sont tissés maintenant depuis de nombreuses années qu'on se fréquente. Thank you.